Merci de choisir ITV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Avec votre permission, on commence le journal. Nous ouvrons la page de cette édition d'information par les infos de nos provinces. Dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, précisément à Pala, un jeune artiste et plasticien s'est donc fait remarquer. Son travail inspiré par la culture et des défis contemporains attire donc l'attention bien au-delà des frontières de cette province. Notre correspondant de Pala, Dieudonné Barnabas, nous conduit donc à la découverte de ce jeune qui sait lier la tradition à la créativité. À Pala, dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, une région riche en tradition et en créativité, un jeune artiste plasticien est en train de se faire un nom. Son travail inspiré par la culture et les défis contemporains attire l'attention bien au-delà des frontières de la région. Cet artiste passionné dans son atelier. Tamibé Ernest, je suis un artiste plasticien et promoteur de l'atelier Tamibé Création. Et c'est depuis quelques années que je suis dans le domaine de l'art et petit à petit je suis devenu un passionné de ce métier. Ses œuvres mêlent techniques traditionnelles et messages modernes. Il utilise des matériaux locaux, coquillages, bois, tissus et peinture. J'ai d'abord commencé par la peinture, mélange peinture, coquillage, collage. Et aujourd'hui, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire entièrement des objets ou bien des œuvres artistiques à base des coquillages. À travers ses mains et son imagination, Tamibé Ernest redonne vie aux traditions, tout en traçant une voie nouvelle, une preuve que l'art peut naître partout, pourvu qu'on y croit. Au Mayo-Kébi-Ouest, une étoile monte. Dieudonné à l'instant qui nous disons merci. Et pendant ce temps, ici à N'Djamena, le port des écouteurs, surtout s'il est prolongé à un volume élevé, présente plusieurs risques pour la santé auditive, notamment la perte auditive permanente, les acouphènes et le risque d'infection de l'oreille. Ces dommages peuvent être immédiats ou lointains. C'est ce que nous dit Raïssa Élisée dans ce reportage rendu par Yaki Lydia. L'exposition répétée à des volumes sonores élevés peut endommager de manière irréversible les cellules sensorielles de l'oreille interne, entraînant une perte d'audition. Une utilisation excessive peut entraîner une sensation de fatigue, des sifflements ou des douleurs. Les sons soudains et forts émis par les écouteurs peuvent provoquer des dommages immédiats. Le port prolongé d'écouteurs, surtout intra-auriculaires, peut entraîner des irritations, démangeaisons ou infections dans le conduit auditif en raison des modifications de la flore cutanée. Les nuisances sonores peuvent affecter l'humeur, le sommeil et la concentration. L'exposition au son peut entraîner également des difficultés de concentration et de compréhension de la parole chez les plus jeunes. Le port d'écouteurs au volant est interdit et sanctionné par une amende et un retrait de points sur les permis de conduire. Ne pas dépasser 60% du volume maximal et ne pas écouter à un niveau très élevé pendant les longues périodes. Et cette règle est souvent de faire des pauses permettant aux oreilles de se reposer régulièrement, par exemple une pause de 15 minutes après 60 minutes d'écoute. Être particulièrement attentif à l'utilisation des écouteurs par les enfants et les sensibiliser aux risques. Autre fait marquant de la société, les conducteurs des engins à deux roues, surtout les jeunes ou adolescents qui conduisent le plus souvent avec un excès de vitesse mettant en danger leur vie. Certains font également des surcharges qui sont d'ailleurs interdits par les autorités en charge de la sécurité et certains parents semblent ignorer ces réalités ou d'autres ferment simplement les yeux et Masdene Josiane nous en parle. Il est alarmant de constater qu'en N'Djamena que dans d'autres provinces, les parents ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger leurs enfants qui font face à divers risques sanitaires. Les vents froids peuvent entraîner une perte rapide de chaleur corporelle, augmentant le risque d'hypothermie chez les plus jeunes. Par ailleurs, les particules de poussière et les polluants présents dans l'air peuvent aggraver le problème respiratoire préexistant ou déclencher des crises d'asthme. De plus, en cas de chute de la moto, les vents violents peuvent causer des blessures physiques
physique si l'enfant n'est pas correctement attaché. Ces conditions peuvent également être source de stress et d'anxiété pour les nourrissons et les plus jeunes. Il est donc crucial de garantir que l'enfant soit bien sécurisé dans un siège approprié à son âge et à sa taille afin de minimiser les risques de blessures lors d'accidents. Dans certains cas, l'air en mouvement peut contribuer à la déshydratation, surtout si l'enfant n'a pas accès à des boissons. Les vibrations et le bruit régénéré par la moto, combinés aux effets du vent, peuvent également provoquer une fatigue excessive chez l'enfant. Il est impératif de faire preuve de prudence et de prendre les mesures préventives pour protéger les nourrissons et les jeunes enfants lors des trajets en moto. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants sont toujours en sécurité en utilisant des équipements appropriés et en limitant leur exposition à des conditions potentiellement dangereuses. Les recommandations de sécurité émises par des organismes de santé ou des experts en sécurité infantile doivent impérativement être suivies. En santé, nous faisons un tour donc dans la province de la Tangilé. Dans cette province, le délégué de la santé de la Tangilé a organisé depuis hier une réunion du comité directeur à mi-parcours et les assises ont été lancées par le secrétaire général de la province de la Tangilé, El Hadj Abdoulaye Boulama. On en sait plus avec Labara Midim. Ces assises de 3 jours, selon les organisateurs, constituent un cadre de concertation pour assurer le suivi et l'évaluation périodique des performances. Elle offre une opportunité importante d'examiner objectivement le chemin parcouru depuis le début de l'année, d'identifier les réussites, de relever les difficultés rencontrées et d'envisager ensemble des actions correctives pour l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2025. Introduisant les travaux de ces assises, le délégué provincial de la santé de la Tangilé, Dr Adjibera Jean-Baptiste, a profité de l'occasion pour dresser un bilan tout en mettant un accent particulier sur les défis. Grâce à vos efforts, nous avons pu enregistrer, n'est-ce pas, des avancées dans différents domaines prioritaires. La complétude, n'est-ce pas, des données, la couverture en vaccination de routine, les AVS et également les actions sur la santé de la mère et de l'enfant et l'amélioration des indicateurs de couverture. Cependant, il est de notre devoir de reconnaître que plusieurs défis majeurs restent encore. L'accessibilité difficile des zones de responsabilité en ces moments de saison de pluie, la rupture des intrants essentiels et également les problèmes récurrents, n'est-ce pas, de mouvement des personnels. En lançant officiellement les travaux, le secrétaire général de la province de la Tangilé, El Hadj Abdoulaye Boulama, a laissé entendre que la réunion du comité directeur à mi-parcours représente une étape cruciale dans l'évaluation de votre plan d'action opérationnel 2025, dans la consolidation de vos acquis, mais aussi et surtout dans l'identification lucide des défis encore à relever. Signalons enfin que cette réunion verra la présence des inspecteurs du ministère de la Santé publique venus d'Injamena pour cette occasion. Labara Midi, merci. Et puis, ici à N'Djamena, la décoration des gencives, appelée aussi tatouage gingival ou noircissement des gencives, est une pratique donc traditionnelle observée dans certaines régions d'Afrique, y compris au Tchad. Bien qu'elle soit souvent perçue comme un symbole de beauté, d'identité culturelle ou de statut social, cette pratique comporte plusieurs risques pour la santé bucco-dentaire des femmes et des jeunes filles, puisque c'est donc la cible principale, surtout lorsqu'elle est réalisée dans un encadrement sans appui médical ou sous un cadre donc médical. Diakoboa Roséline nous en dit plus. La décoration des gencives chez les jeunes filles et femmes prend des proportions très inquiétantes dans la ville d'N'Djamena en général et dans nos provinces en particulier. Perçue souvent comme un symbole de beauté chez les unes et une identité culturelle chez les autres, cette pratique n'est pas sans conséquences. Je pense que ça n'a vraiment pas de valeur ajoutée. Peut-être les femmes ont vu que c'est esthétique, mais sur le point médical, c'est un peu dangereux. Il y a aussi ceux qui utilisent, je ne sais pas, des substances plastiques. Tout ça, ce sont dans les conditions d'hygiène qui ne sont pas usuelles. Ça veut dire que
ces tatouages se font dans des conditions qui ne respectent pas l'hygiène. L'utilisation d'outils non stérilisés comme aigus, lames peut entraîner des infections graves selon Dr Dungun Mouna Doni Nelson. Normalement, tout ce qui est aiguille, tout ce qui doit entrer en contact avec le sang doit être stérilisé si on doit l'utiliser. Maintenant, vous imaginez quelqu'un qui a peut-être une infection quelconque, je ne sais pas, peut-être le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, ou bien peut-être l'hépatite, qui est maintenant très répandue. On va prendre le même aiguille, on utilise chez quelqu'un qui est infecté, on ne prend pas le temps de stériliser. Je dirais par exemple ceux qui utilisent les aiguilles, il faut que ces aiguilles soient à usage unique. On ne peut pas utiliser les mêmes aiguilles pour 2-3 personnes. Et par contre, les pneus, à ça, moi je pense que c'est une pratique à bannir. La décoration des gencives bien ancrée dans les traditions culturelles et certaines communautés au Tchad n'est pas sans conséquence pour la santé bucco-dentaire. Cette pratique souvent perçue comme un critère de beauté expose les femmes à de nombreux risques, notamment des infections, des douleurs, des complications dentaires et des impacts esthétiques indésirables à long terme. Face à ces dangers, il est essentiel de renforcer la sensibilisation sur les effets néfastes de cette pratique et de promouvoir des comportements respectueux de la santé. Préserver les valeurs culturelles ne doit pas se faire au détriment du bien-être physique. Un dialogue ouvert entre les communautés, les professionnels de santé et les leaders traditionnels est indispensable pour encourager des pratiques sûres, respectueuses de la santé des femmes. Et puis en sport, à moins de 45 jours du prochain rassemblement international, l'équipe nationale du Tchad, les SAO, se retrouve dans une situation critique alors que 4 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont programmés entre septembre et octobre. L'environnement autour de la sélection reste incertain, désorganisé et loin des standards du haut niveau. Mbindixem Sadok nous en dit plus. Le calendrier déjà connu, Tchad-Ghana en septembre, Madagascar-Tchad en septembre, Tchad-Mali en octobre et Tchad, la République centrafricaine en octobre. Même si la qualification semble déjà hors d'atteinte, ces rencontres restent importantes pour tenter de gagner quelques points, éviter les tours préliminaires de la CAN ou encore maintenir sa place de tête de chapeau pour ces préliminaires et surtout amorcer une reconstruction en vue des qualifications pour la CAN 2027. Malheureusement, à ce jour, aucun match ne pourra se jouer à domicile. Le stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa, bien qu'achevé et pompeusement inauguré, n'est pas encore homologué en attente d'une dernière visite officielle. Quant au stade Idriss Mahamat Ouya, il est encore en chantier et ne se sera probablement pas prêt avant plusieurs semaines. Si la situation ne change pas rapidement, les SAO disputeront une fois de plus leur match du mois de septembre et probablement d'octobre hors du pays, privés toujours de leur public et de l'avantage du terrain. À cela s'ajoute une autre difficulté majeure. Les championnats locaux sont aux arrêts. Le retour d'un championnat national intégral n'est pas prévu qu'en novembre, soit après les 2 prochaines trêves internationales. Ces vite laisse déjà le futur sélectionneur dans une impasse. La majorité des joueurs évoluant dans le championnat d'Injamena et sans compétition, leur forme reste difficile à évaluer. Aucun rythme, aucun repère, aucune dynamique de groupe. C'est un handicap énorme pour une équipe qui cherche la stabilité. Et pourtant, aucun sélectionneur n'a été nommé. Difficilement, le temps file à quelques semaines du rassemblement, le poste est toujours vacant. Même en cas de nomination imminente, le nouveau coach disposera de moins de 45 jours pour identifier des joueurs disponibles, constituer une équipe, organiser une préparation et proposer un plan de jeu. Les SAO ne sont pas simplement en retard sur le plan sportif. L'ensemble de la structure du football tchadien montre ses failles. L'infrastructure, la planification
planification, la gouvernance, tout semble figé. Ces 4 prochaines rencontres ne seront pas qu'une formalité. Ce sont des tests pour alerter, reconstruire et montrer que le Tchad peut encore croire à un avenir plus structuré. Mais il faut des décisions et surtout il faut agir maintenant car le temps perdu ne se rattrape pas sur le terrain et les SAO ne peuvent plus se permettre d'attendre. Puis au Cameroun, pays voisin, Maurice Kamto, principal opposant camerounais, a donc déposé ce lundi un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester sa disqualification de la liste provisoire des candidats retenus pour les élections présidentielles du 12 octobre prochain. Nodimadi Dangar, Josiane nous fait le point. La décision de Maurice Kamto de conquérir sous une autre bannière s'explique par une disposition du code électoral qui exige des partis souhaitant participer à l'élection présidentielle de disposer d'élus au Parlement ou dans les conseils municipaux. Or, le MRC de Kamto avait boycotté les dernières élections législatives et municipales en 2020. L'éviction de ce farouche opposant de la course a fait le cœur de l'actualité dans la presse locale et de multiples voix se sont fait entendre pour critiquer la décision de l'ECAM. Les soutiens et partisans du candidat, eux, ne décolèrent pas, surtout ils ne comprennent pas le motif de l'invalidation par le conseil électoral du candidat de Manidem dans la course à la présidentielle, alors que d'autres partis ont également présenté 2 candidats sans que les 2 candidatures ne soient rejetées. Pour le RDPC, le parti du président Paul Biya, cette polémique est vaine, soutient notamment Patrick Rifo, communicant du parti. Pour lui, les cas mis en cause ne sont pas rigoureusement identiques à ce qui est reproché à Manidem. On ne peut pas considérer qu'il y a un double standard dans le traitement qui a été réservé par ELECAM au dossier de candidature de certaines formations politiques qui ont été rejetées pour pluralité de candidatures. L'élément qui a joué dans la décision du Conseil électoral semble-t-il avoir de l'antériorité des conflits de leadership au sein de formations politiques. Dans le cas de Manidem, nous avons effectivement des conflits qui sont bien antérieurs au débat de candidature et donc à l'investiture. Manidem dans la course à la présidentielle alors que d'autres partis ont également présenté 2 candidats sans que les 2 candidatures ne soient rejetées. Pour Diekam Chemeni, membre d'un mouvement politique dénommé le groupe de Douala, c'est une décision inquiétante. L'élimination de la candidature de Maurice Kamto au prétexte de pluralité d'investiture est un scandale à proportion mondiale. Et c'est tout pour ce journal préparé par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et profitez donc de ces beaux temps sous un ciel plus ou moins nuageux. À demain. Thank you.